Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 19 juillet 2019 et dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur l'évolution de Linux. Alors pourquoi je vous fais ça? Parce qu'en fait souvent en ce moment on entend depuis le début de l'année des personnes qui disent oui Linux fait du surplace depuis 15 ans, ça n'évolue pas. Souvent aussi dans les messages récemment sur YouTube ou sur Telegram on m'envoie alors soit des commentaires sur YouTube, soit des messages privés sur Telegram, ou des fois on me sollicite par mail, ça arrive également. On me dit voilà, qu'est-ce que tu penses en 2019 de Linux, quel est ton avis? Bon, j'aime pas trop ces vidéos où il faut donner son avis, mais voilà, j'ai essayé de synthétiser quelques points sur lesquels je voulais parler sur l'évolution de Linux depuis ces dernières années et donner un petit peu mon avis. Alors mon avis, il va parler aussi bien du Linux là, comme celui-ci là, avec mon environnement de bureau, le Linux on va dire desktop, que le Linux serveur, puisque c'est aussi mon domaine, c'est mon métier, les serveurs, notamment dans la partie Linux, l'administration système Linux. Alors, déjà, pour introduire ça, Linux, c'est quoi déjà? C'est le noyau. Donc le noyau, c'est quoi? Le noyau Linux, il permet d'interagir entre le logiciel et le matériel, ou plutôt je devrais dire entre le matériel, les composants matériels, la carte mère, le processeur, la mémoire, le contrôleur réseau, le contrôleur Wi-Fi, pourquoi pas, la carte graphique, la carte son, et le logiciel. Effectivement, quand vous allez jouer une musique avec votre lecteur de musique, c'est le noyau qui va aller interroger la carte son pour envoyer du son dessus. Voilà. Donc ça que ce soit le noyau Linux ou le noyau qui est présent dans Windows, c'est la même chose, c'est le concept du noyau. Il est là entre le logiciel et le matériel. C'est lui qui fait l'interface entre les deux. Et donc, vous voyez que le noyau Linux, même s'il est disponible pour les architectures x86 et AMD 64, donc nos 32 et 64 bits traditionnels, le noyau Linux est présent dans un grand nombre d'architectures, Alpha, ARM, ARM64, HPPA, IA64. IA, ça doit être les processeurs Itanium de mémoire. Il y a eu une édition de Windows Server 2008 qui était compatible Itanium 64. Ça devait être des serveurs avec Intel, des serveurs Intel ou des trucs comme ça, plutôt orienté entreprise. PowerPC 64, Spark. Chez Debian, on en a d'autres aussi, des architectures, voilà, MIPS, S390X. Donc on voit que finalement, Linux supporte beaucoup d'architecture de processeurs et il supporte aussi beaucoup de matériel. C'est le deuxième point sur lequel je veux aborder. Donc, il y a beaucoup de matériel qui sont reconnus. Tout ce qui va être carte réseau, voilà, les processeurs, les cartes son. Il y a beaucoup de matériel qui est reconnu par Linux. D'ailleurs, je fais un petit aparté, mais on a des automates chez nous avec, vous savez, des automates qui sont tout embarqués, avec des ports série, avec des petites douchettes à code barre port série, des écrans tactiles et des choses comme ça. Et cet automate fonctionne, pour la petite anecdote, sur une Fedora. Alors, il n'est pas connecté à Internet, donc la Fedora n'est pas mise à jour, mais voilà, c'est une Fedora 17 qui pilote l'automate et qui reconnaît très bien l'écran tactile, les douchettes USB, enfin tous les périphériques un petit peu exotiques. Donc vous voyez que sur des périphériques peu communs, eh bien, le noyau Linux reconnaît bien le matériel. Alors après, quand moi j'ai changé de PC, j'ai souhaité prendre du matériel où j'étais sûr que c'était reconnu sur Linux. Alors, je vous ai dit à l'instant qu'il y a beaucoup de matériel qui sont reconnus. Nous, on a des serveurs physiques, des serveurs virtuels. Notre virtualisation, c'est VMware. Mais si vous virtualisez sur Hyper-V, eh bien, le noyau Linux sait gérer la virtualisation par Hyper-V et renvoyer des informations à l'hyperviseur Hyper-V. Vous avez la possibilité, voilà, le noyau Linux fonctionne bien avec les cartes Broadcom Ethernet de nos serveurs Dell, avec les cartes RAID qu'on a dans nos serveurs Dell. Voilà, les périphériques SCSI, on a un serveur qui est sous Red Hat Enterprise Linux 5, donc c'est un petit peu vieux, mais ce serveur Dell, il a des cartes SCSI, il a une bête disque connectée en SAS dessus, donc toutes ces choses-là un peu atypiques, eh bien ça fonctionne sous Linux. Donc il y a beaucoup de matériel qui sont reconnus.
ici. Mais attention, on a quelques surprises, notamment avec le Wi-Fi Broadcom, avec les cartes graphiques Nvidia. Pourquoi? Parce que ces éditeurs ne fournissent pas les codes sources ou ne contribuent pas au noyau pour fournir le pilote dans le noyau. C'est le cas de Broadcom, donc les gammes HP Pavillon par exemple, les gammes familiales de HP utilisent souvent des cartes Broadcom. Donc si vous achetez un PC HP avec une carte Broadcom ou une autre marque d'ailleurs, je ne vais pas forcément dénigrer HP, mais voilà, si vous avez du Wi-Fi avec Broadcom, c'est toujours un petit peu compliqué à faire fonctionner parce que l'éditeur ne fournit pas son pilote et refuse de le fournir. Donc forcément, on a du matériel qui n'est pas forcément bien reconnu ou il faut bidouiller pour le faire fonctionner. Il en est de même que Nvidia. Nvidia, il va falloir aussi aller récupérer le pilote. Si on va avoir de bonnes performances, on va récupérer le pilote Nvidia. Nvidia fonctionne sur Linux avec le pilote 3D nouveau ou le pilote 2D NV. Mais si on veut faire du jeu vidéo, pour bénéficier de toute la puissance de la carte Nvidia, il faut le pilote propriétaire. Et Nvidia ne veut pas contribuer au noyau Linux et comparé à AMD. C'est pour ça que quand j'ai changé ma machine, mon PC fixe, j'ai acheté une carte AMD RX 560, puisque AMD fournit d'excellents pilotes libres et je fais du jeu vidéo, graphisme à fond avec le pilote libre et ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est pour la partie Broadcom. Après, quand on parle de Linux, souvent on parle de Linux distribution. Linux, c'est ça en fait Linux, c'est souvent une distribution. Et une distribution Linux, c'est quoi? C'est un empilage de couches. À ne pas confondre avec un de mouche, n'est-ce pas? Donc, une distribution Linux, c'est quoi? C'est le noyau Linux, donc ce que je vous ai parlé, qui fait l'interaction entre le matériel et le logiciel, plus un système d'initialisation de gestion des services, plus une interface graphique, plus un environnement de bureau, plus des logiciels. Donc en fait, une distribution Linux, je vais prendre Fedora par exemple, c'est le noyau Linux, plus la gestion des services avec systemd, plus un serveur graphique Xorg et Wayland, plus un environnement de bureau qui est GNOME, plus des applications. On a LibreOffice et Firefox en plus. Voilà. Un autre exemple, on a la distribution Linux Mint, c'est le noyau Linux, avec le système d'initialisation et de gestion de services systemd, plus un environnement de bureau qui s'appelle Cinnamon, plus des logiciels propres à Linux Mint pour rendre facile l'utilisation du système, plus c'est tout, on s'arrête là. Après, des distributions, il y en existe beaucoup, certaines sont redondantes, mais un grand nombre de distributions Linux ont leurs utilités. C'est-à-dire qu'on a des distributions Linux qui s'avèrent être assez accessibles pour des débutants, comme Linux Mint. Le cas Linux Mint est très intéressant puisqu'il vise à rendre accessible à des personnes qui souhaitent débuter dans Linux la distribution Linux. Voilà, donc c'est facile, on n'utilise pas la console. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour la partie débutant Linux. On a des distributions telles que Fedora qui innovent et qui sont un socle de base pour la distribution Red Hat Enterprise Linux. Distribution qui offre du support payant et qui est orienté serveur avec vraiment une optique serveur, des performances serveur. On peut utiliser de la virtualisation aussi. On a une distribution Linux qui s'appelle Proxmox qui fournit un environnement libre de virtualisation. On a IPFire qui est une distribution Linux qui offre tous les composants nécessaires pour en transformer en un pare-feu. On a pfSense qui est une distribution Linux qui vise à faire de l'authentification pour un portail Wi-Fi. On a une solution dont j'ai oublié le nom qui se base sur la couche astérisque qui permet de faire de la téléphonie IP avec ce serveur de téléphonie sous Linux. On a CoreOS qui est une distribution qui vise qui est assez minimaliste et qui vise à faire fonctionner des conteneurs. Voilà, donc on n'a pas que non plus des distributions qui sont généralistes et qui font un peu tout. Voilà, donc les distributions Linux, il y en a plein, mais parce que elles ont chacune leur utilité. Après,
n'importe qui peut faire sa distribution Linux, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un empilage de couches, hein. Donc si moi j'ai envie d'un noyau Linux, d'une base Fedora avec le système de paquets RPM, que j'aime bien l'environnement de bureau, je sais pas moi, le Fluxbox, enfin le gestionnaire de fenêtres Fluxbox, et puis que j'ai envie de telle et telle application, et ben je peux créer ma distribution Linux avec cet empilage de couches, ce kit logiciel, pour après la refournir, pour installer, c'est tout prêt, pour réinstaller à une association ou pour déployer en entreprise, etc. Donc ça, c'est la partie distribution Linux. Alors après, je vais parler un petit peu du cas serveur. Linux est présent sur les serveurs. Maintenant, les serveurs, ils ont, donc nous, je vois bien au boulot, hein, on a des serveurs qui possèdent sur leur carte mère 2 emplacements pour des processeurs. Donc le multiprocesseur est géré sur Linux. Donc Linux sait évoluer quand même, puisque Linux sait gérer ces choses un petit peu, je vais dire ces choses un petit peu exotiques. On a l'internet des objets, on a donc tout ce qui est console de jeu, ce qui va être box aussi, les montres connectées, tout ça. C'est du noyau Linux qui est présent dedans. Donc là, ça rejoint aussi le fait que le noyau est disponible sur beaucoup d'architectures. Donc forcément, vous voyez, Linux évolue, puisque toutes ces nouvelles technologies, le cloud, voilà, le cloud Amazon, AWS, le cloud Azure de Microsoft, une bonne partie des infrastructures du cloud de Microsoft utilisent Linux. Raspberry, vos petits boîtiers que vous avez peut-être chez vous, eh bien, ça fonctionne sous Linux, même si Microsoft a sorti une édition Windows 10 ARM un petit peu à l'arrache pour l'installer sur Raspberry. Linux sait s'adapter aux nouveaux matériels qui arrivent et aux nouvelles utilisations qu'il en est fait. Alors après, on peut parler aussi de la partie desktop, la partie, je vais dire, environnement de bureau, parce que ça, c'est peut-être un petit peu plus ce qui vous intéresse, vous, le bureau. Donc, tac, 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 voilà, je vais dévoiler les 4 points sur lesquels je veux aborder. Mais quand j'ai commencé Linux en 2008, moi, j'avais un logiciel que j'adorais, que j'utilisais souvent, c'était Skype. Et quand j'utilise mon ordinateur, moi j'avais une utilisation de base de l'ordinateur, c'était faire de la conversation avec Skype, écouter de la musique, naviguer sur Internet, faire un petit peu de jeu. Et donc, il était impossible en 2008 de faire fonctionner correctement du son et par exemple d'avoir une conversation Skype et en même temps d'écouter de la musique. C'était pas possible, il y en a toujours un qui sautait, l'autre qui grésillait, machin. Aujourd'hui, Linux et l'écosystème avec Pulse Audio a su quand même offrir des choses vraiment fonctionnelles avec le son. Vous voyez, j'enregistre ici avec OBS sur ma distribution Linux. Je peux gérer mon micro USB, ma carte son intégrée, mes 2 autres cartes son annexes qui sont dans la machine. Il n'y a pas de problème. Avec Alza tout seul, sans Pulse Audio, je ne peux pas, et je peux pas et enregistrer le micro et vous jouer du son qui est en provenance de ma carte son. C'est pas possible avec la même carte son. Avec Pulse Audio, c'est possible. Avec Pulse Audio, on peut envoyer du son sur du réseau. On peut faire beaucoup de choses. Grâce à Pulse Audio, on peut envoyer le son de notre ordinateur sur des périphériques Bluetooth, des enceintes Bluetooth connectées. Donc voilà, l'écosystème évolue. Le système d'initialisation et de gestion de service 6V-init a fait son temps, il a été évolué, il existe systemd. Alors systemd est arrivé et s'est un peu imposé comme un standard, mais l'équipe de systemd était assez fermée au niveau des critiques et des remarques qui étaient faites, notamment sur, on va dire, la binarisation de systemd, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de binaires, donc ça rend le débugage un petit peu compliqué. On a des commandes spécifiques telles que journalctl et ça devient difficile de lire dans des fichiers de log, les fichiers, nos fameux fichiers texte que les Linuxiens aiment bien. Donc, bon, il y a eu une alternative à systemd qui s'appelle OpenRC, mais vous voyez, il y a des nouveaux concepts qui évoluent et parce que voilà, 6V-init était limitant sur certains points et donc systemd est né, de nouvelles choses sont apparues, de nouvelles fonctionnalités sont là et
ça évolue. Il en est de même pour Wayland, le serveur d'affichage Wayland, qui est par défaut sur Red Hat Enterprise Linux 8, qui est disponible par défaut sur Fedora avec GNOME depuis un bon moment déjà. Donc Wayland, c'est une évolution du serveur graphique Xorg qui vise à mieux rendre compatibles des cartes hybrides, à réécrire quand même les dispositifs d'affichage. Donc là, ça évolue. Bien sûr, certaines personnes ne sont pas contentes, hein, parce que dès que ça évolue, oui, il y a ça qui marche plus, il y a ça qui marche plus. Bon, d'accord, il faut que les techniques évoluent, mais que les logiciels s'adaptent à ces nouvelles évolutions. Donc il n'y a pas en fait que, faut pas que l'écosystème Linux évolue tout seul, hein. Il faut que ça se fasse avec bien sûr les développeurs d'applications. Donc voilà, on a des nouvelles choses, on a des choses qui évoluent pour avoir des choses plus sympathiques et s'adapter aux nouvelles technologies. Donc ça, c'est un bon point et on voit que ça évolue. Et aussi, on a la partie jeux vidéo qui évolue aussi, puisque en 2008, bon, je jouais pas vraiment, hein, mais je sais pas quand est né Steam, mais il y a beaucoup de joueurs qui jouaient sur Steam, sur Windows et sur Mac. Et il n'y a pas très longtemps, enfin ça va faire peut-être 5 ans, j'ai pas la date exacte, mais on a Steam qui a dit, bah voilà, nous on arrive sur Linux quoi. Et le premier jeu Dota 2 qui a été rendu compatible Linux, c'était une grosse avancée puisque maintenant on a une grosse bibliothèque de jeux grâce à Steam, et donc bah voilà, on peut jouer sur Linux aujourd'hui. Aujourd'hui, je joue à Euro Truck Simulator 2, à Counter-Strike, tous ces jeux vidéo, je peux y jouer sur Linux, sur ma machine, et ce sans performance médiocre. Et Steam est en train de développer Proton, donc qui est une alternative à Wine, qui permet de faire fonctionner des jeux et bien plus, hein, des applications qui sont initialement conçues sur Windows pour les faire fonctionner sur Linux. Ça fonctionne pas mal du tout puisque j'arrive à jouer à Pinball Arcade qui est un jeu de flipper qui est conçu uniquement sur Windows, hein, on peut jouer sur Windows, mais j'y joue très bien sur Linux sans aucun, je vais dire sans aucun lag et ralentissement. Voilà, hop, donc là je vais réduire un petit peu parce que j'ai encore 2-3 bricoles à dire. Donc là aussi, on a les environnements de bureau. Hein, on va rester sur la partie desktop de Linux. Hein. Donc les environnements de bureau, eh bien, aujourd'hui, ils savent gérer parfaitement les nouvelles technologies, MTP, Bluetooth. Bon, Wi-Fi, c'est pas nouveau, hein, mais aujourd'hui, vous avez un ordinateur portable, vous avez l'environnement GNOME, hop, vous faites ça, tac, hop, vous connectez en Bluetooth votre enceinte ici, vous transférez vos fichiers entre votre téléphone et votre Linux par Bluetooth, nickel. Bon, là, j'ai pas de carte Bluetooth, hein, j'ai un PC fixe. Votre téléphone mobile, vous le branchez en USB, pouf, c'est un nouveau protocole qui s'appelle le MTP. Hein, les téléphones mobiles ne se montent plus comme des clés USB, donc c'est un protocole MTP. Bah voilà, vous branchez le téléphone, paf, ça marche, nickel. Donc toutes ces nouvelles technologies, ça fonctionne hein, aujourd'hui. Donc Linux sait s'adapter aux nouvelles technologies aussi sur les environnements de bureau. On a des environnements de bureau tels que GNOME, KDE qui sont quand même, alors ils sont gourmands certes, mais ils offrent vraiment un système complet, c'est-à-dire que GNOME et KDE, ils ont leur environnement de bureau, donc l'affichage, les dispositions, tout ça. Ils ont quoi d'autre? Ils ont, qu'est-ce qu'ils ont? Eh ben, je sais plus ce que je veux dire. Ils ont des applications. Donc, GNOME a par exemple Evolution, qui est le client courrier électronique, qui s'intègre avec l'agenda. Donc ici, si on utilise l'agenda de GNOME, on voit les prochaines choses à faire. On a la météo qui est intégrée ici. On a, grâce à GNOME Online Accounts, on a la possibilité de connecter et d'avoir directement dans le gestionnaire de fichiers la possibilité de se connecter à Nextcloud, hein, si vous avez la solution Nextcloud pour votre cloud. Donc voilà, ça c'est des environnements très complets. Après on en a des un petit peu plus légers, un peu moins complets, tels que XFCE, Mate et LXQT, pour ne citer que ceux-là. Eux ils n'ont pas tout, voilà, tous ces courriers, tout ça. Donc ils sont un peu plus légers. Et après bah, il va falloir installer Thunderbird par exemple pour avoir le logiciel de courrier électronique et l'agenda. Il va falloir installer d'autres logiciels pour le rendre un petit peu plus utilisable. Donc ça va être une base et après on installe les applications qui nous vont bien. Et puis après, bah, pour ceux qui sont fans de minimalisme, on a les gestions de fenêtres, Fluxbox, i3, donc tout ça, hein, ça offre du choix. Ça offre du choix.
ici pour utiliser son système et l'avoir à notre manière. Là où sur Windows, on a le thème qui nous est, je vais dire, qui nous est imposé et puis on fait avec quoi. Donc là, on a un petit peu de choix. Alors vous allez me dire, oui, je sais ce que vous allez me dire ici. Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, ah, la phrase elle va arriver, trop de choix, tue le choix. Donc j'ai parlé tout à l'heure rapidement de système D. Oui, là il y a système D, il y a OpenRC. Au niveau des logiciels, de la gestion des paquets, on a Deb, on a RPM, on a TariqZ, on a de la compilation de sources. Bon, est-ce que trop de choix ne tue pas le choix? Alors honnêtement, dans le Linux entre guillemets professionnel, on n'en a rien à faire. C'est-à-dire que moi, quand j'installe un serveur, parce que j'ai besoin d'un serveur web, parce que j'ai besoin d'un serveur de fichiers, parce que j'ai besoin d'un serveur FTP, DNS, DHCP, au boulot, je prends CentOS, je l'installe, je me dis pas, alors, qu'est-ce que je vais choisir et tout, etc. Non, c'est vrai que dans le monde professionnel, on veut utiliser Debian, CentOS, Red Hat Enterprise Linux, pourquoi pas SUSE Linux Entreprise. Ça s'arrête là. On va prendre la distribution qu'on a en fonction de ses besoins ou de ses affinités. C'est-à-dire que moi, j'installe CentOS parce que je suis plus à l'aise sur CentOS, mais dans une autre société, ils vont utiliser Debian parce qu'ils ont appris sur Debian. Voilà. Après, des standards, il en existe. Ça s'appelle la Linux Standard Base, la fameuse LSB. Donc c'est un projet joint par un nombre de distributions Linux qui vise à faire un standard. Donc c'est-à-dire que là, quand un développeur va vouloir faire un logiciel et demander l'accès à ci, à ça, à autre, eh bien, il va le faire et il sait que derrière, s'il veut par exemple accéder à la carte son, il va avoir besoin de le faire que d'une seule manière, c'est-à-dire que on le fait par telle API et c'est tout, point. Et voilà, on n'a pas 150 000 possibilités à gérer dans notre programme. Donc ça, c'est un projet intéressant. Il a été plus ou moins autoproclamé par Red Hat. Donc du coup c'est pour ça que ici, donc ça c'est la Linux Standard Base, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo, et donc c'est pour ça que le format donc LSB spécifie que les paquets doivent être au format RPM. Alors le format RPM a été inventé après le format DEB, mais le standard c'est le RPM. Bon, normal, c'était autoproclamé par Red Hat, mais voilà, ce serait bien qu'on ait un standard, comme ça, le développeur de l'application, il se casse pas la tête, il fait son application pour Linux, il veut l'empacter, eh bien, il n'a pas à se dire, alors attends, comment on fait un paquet Deb? Ok, après, comment on fait un paquet RPM? Alors attends, il faut que j'aille chercher, ah oui, alors, chez Debian, la dépendance, elle s'appelle Qt5-GUI, Qt5-GUI, et chez RPM, elle s'appelle Qt5-GUI tout attaché, vous voyez, le casse-tête. Donc c'est un peu pas évident. Donc c'est vrai qu'un standard pourrait être assez intéressant. De la même manière, hein, pour la gestion des services, ce serait bien de dire, bah tiens, systemd c'est le standard. Vous voyez, je dis ça, j'utilise une distribution qui n'utilise pas systemd. Mais systemd c'est le standard, je suis développeur d'application, j'ai besoin de faire lancer un service par mon application, et ben c'est facile. J'ai qu'un seul service à faire, je crée mon service systemd et c'est réglé. Pas besoin de gérer le cas sysvinit qui existe encore, le cas OpenRC, le cas ci, le cas ça. Après, c'est pour moi hein, à Dijon, avec les 300 000 habitants au milieu de la France, qui va dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je veux dire, c'est pas mon rôle de dire ça. C'est juste un constat, c'est qu'un petit standard, ce serait pas mal. Tout le monde sur du RPM. Puisque le RPM est la base, donc les Ubuntu, tout ça, utilisent RPM, etc. Bon, après, voilà. C'est pas évident à mettre en place, surtout quand on a quelque chose d'hétérogène. Et je le vois très bien. Et si vous voulez que je vous donne un avis, moi, quand je suis rentré dans la société où je suis, j'avais un parc de machines hétérogènes, voilà, en matériel, en application. Il y avait du LibreOffice d'un côté, du Microsoft Office de l'autre, des Firefox d'un côté, des Google Chrome de l'autre. Donc, homogénéiser le matériel et les pratiques quand on a quelque chose d'hétérogène, c'est pas évident. Et vous voyez, rien que là où nous, on est une société, je gère une société de 250 personnes avec à peu près 200 PC,
au bout de 6-7 ans où je suis là, j'ai pas le temps d'essayer d'harmoniser et d'harmoniser ces pratiques. Donc, il est clair que si, à moi tout seul, avec 250 postes, c'est difficile d'harmoniser parce qu'il y a des gens qui utilisent les PC, il y a des habitudes qui sont prises. Donc, forcément, c'est difficile de changer, de bousculer tout ça. Donc, il en est de même pour l'écosystème Linux. Donc, quand voilà, comme c'est fait comme ça, c'est compliqué de changer. Voilà. Donc ça, c'était la petite blagounette. Après, Linux a d'autres forces qui sont assez intéressantes, c'est les Bugzilla. Puisque, là, je parle de mon expérience personnelle, j'ai acheté mon PC portable Asus N76VZ, le pilote Atheros de ma carte réseau, filaire, Ethernet, n'était pas reconnu sous Linux. Donc, il a fallu que je redémarre sous Windows, que j'aille chercher le pilote chez Atheros, que je le compile, que je vérifie que ça marche. Donc, j'ai fait un rapport de bug chez Linux en leur disant, voilà, j'ai récupéré le pilote ici, ça fonctionne, est-ce que c'est possible de l'intégrer dans le noyau, etc. Donc, les développeurs ont incorporé le truc et m'ont demandé de recompiler mon noyau, de tester, de vérifier que ça fonctionne. Nickel. Donc, ça, c'est la force aussi. Alors que demain... vous allez avoir un problème avec, je sais pas moi, vous avez une clé USB, vous savez, un adaptateur USB, Ethernet USB, vous allez brancher dans votre machine. Elle n'est pas reconnue sur Linux, bah vous allez dire voilà, c'est de telle marque, vous allez ouvrir un bug, peut-être que ça va être reconnu. Sur Windows, bah vous l'avez pas. Bah, vous appelez Microsoft, vous n'avez pas de Bugzilla, comment vous faites? Donc c'est vrai que le Bugzilla, c'est vraiment la force Linux, j'ai mis entre guillemets, parce que, voilà, toujours pour mon expérience personnelle, il y a une mise à jour du noyau qui a causé une régression. Donc là, quelqu'un avait remonté déjà le bug avant moi. Parce que ma distribution Linux utilise des noyaux, voilà, c'était pas si en avance que ça. Donc quelqu'un avait déjà constaté le problème avant moi. Mais toujours cette même carte, suite à une mise à jour, eh bien, on était connecté au réseau une trentaine de secondes et après la carte marchait plus. Fallait débrancher, rebrancher le câble, ça remarchait 30 secondes et après ça marchait plus. Il y avait un workaround, donc une solution de contournement, c'était de mettre le MTU à 9000 à la place des 1500 par défaut, et là ça marchait. Donc après, il y a eu, le bug a été remonté, le développeur a fait un correctif, mais il n'avait pas le matériel pour tester, puisqu'il y a un nombre infini de matériel. Donc sur le rapport de bug, il nous a dit, voilà, j'ai ajouté ce petit bout de code, est-ce que vous pouvez prendre les sources du noyau, mettre ce petit bout de code, recompiler votre noyau et me dire si ça marche. Donc là, c'est à nous, utilisateurs, de rentrer en action et de tester et de dire hey, ça marche sur mon matériel, vous pouvez mettre, et comme ça les 5000 utilisateurs de cette carte, il suffit qu'il y en ait juste un qui fasse le rapport pour que les autres bénéficient du correctif. Donc ça c'est une force, et si on est un minimum curieux, un minimum bidouilleur, bah, ça peut être intéressant de remonter ça, et c'est une expérience vraiment sympathique. De la même manière, il y a les Bugzilla des distributions Linux. Ça aussi, c'est une grosse force. On rencontre un problème sur ma distribution. Certaines applications ne jouaient plus de son avec une nouvelle version de Alza, mais ça fonctionnait sur Fedora. Donc le problème, comme je vous ai dit, une distribution, c'est un empilage de couches, plein de logiciels qui sont mis ensemble. Et ben, peut-être que celui-ci a causé une incompatibilité avec celui-ci. Donc là, on rencontre le problème que dans la distribution. Donc là, on va sur le Bugzilla de la distribution, on leur dit voilà, ça marche sur Fedora, mais ça marche pas sur la distribution. J'ai fait tel test, je suis revenu à la version précédente du logiciel, ça marche. Donc il est possible que dans cette nouvelle version, il y ait un souci. Est-ce qu'il y a une dépendance qui n'a pas été mise à jour correctement, etc. Et donc là, en faisant des tests avec les développeurs de la distribution, on avance. Et ça, c'est vraiment une force. Aujourd'hui, vous avez un problème sous Windows, vous devez aller chercher sur les forums, puis il n'y a pas vraiment de forum officiel, vous allez aller sur PC Astuces, vous allez sur forum Clubix, 01net ou je sais pas quoi. Bon, c'est pas, voilà, le forum Microsoft, c'est pas non plus une bible, même si on trouve pas mal de réponses à nos questions. C'est du communautaire, mais si on a un problème qui demande un développement de Windows, bah, ça va être compliqué à mettre ça en œuvre. Et donc pour terminer la vidéo, je vais parler juste de la dernière partie qui peut-être nous intéresser. Donc la partie débutant Linux, parce que ça fait déjà 28 minutes que je parle. Linux pour débutants, il faut toujours utiliser la console. Alors il y a des distributions qui sont là pour viser à faire fonctionner correctement des distributions
et des matériels sans avoir besoin de la console. Le cas Mint est un excellent exemple. Et on le voit chez nous, hein, à Coagule, on a des personnes assez hétérogènes, des personnes âgées, souvent, des jeunes, des moins jeunes, et ceux-ci utilisent leurs ordinateurs avec des usages assez variés. Hein. On a une personne qui écrit un livre, il est à 500 pages sur un livre qui traite de la guerre. Voilà, coucou Alain si tu me regardes, même s'il ne verra jamais cette vidéo. Donc lui, il utilise son ordinateur pour utiliser LibreOffice, il fait son livre, il va le mettre en forme, il va l'imprimer, bon voilà, ça marche. Il n'utilise pas la console. On a des utilisatrices qui font de la comptabilité, qui font du surf sur internet, qui lisent leurs mails, donc eux, ils n'utilisent pas la console. J'ai Jean-Pierre aussi à Coagule qui fait beaucoup de montage vidéo avec Kdenlive. Sur Linux Mint également, et jamais ces utilisateurs utilisent la console, et ça fait 3-4 ans qu'ils sont là, puis nous disent « Ah bah attendez, on vous voit souvent avec votre console, on aimerait bien commencer à apprendre, à savoir comment ça marche, qu'est-ce que ça permet de faire ». Donc ces utilisateurs, ça fait 4 ans qu'ils utilisent leur distribution Linux Mint, et ils n'utilisent jamais la console. Alors, il y a des petits soucis avec Linux Mint, j'en ai parlé dans une vidéo annexe par rapport à la mise à niveau, quand on met à niveau son système. Bon, il faut utiliser la ligne de commande, donc là, nous, on le fait, mais eux, en tant qu'utilisateurs, ils ne vont jamais utiliser la ligne de commande. Après, on nous dit souvent, oui, Linux, les parts de marché se cantonnent à 2%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Linux est très bien placé dans tout ce qui va être infrastructure cloud, serveur, 60% des serveurs dans le monde font tourner Linux. Voilà, le reste c'est Windows ou FreeBSD. Je ne mets pas FreeBSD dans le cas, enfin BSD, tous les BSD je ne les mets pas dans le cas Linux. Voilà. Donc 60% c'est Linux. Les 500 plus gros calculateurs aujourd'hui et les serveurs les plus performants calculateurs sont sous Linux. Je vous ferai une petite recherche également. Donc voilà. Je pense que Linux a ses parts de marché côté serveur et que la partie, je vais dire, grand public, c'est pas vraiment la priorité des distributions Linux. Linux reste vraiment dans la partie professionnelle, dans la partie serveur, cloud maintenant. Et est-ce que effectivement les distributions Linux pour les particuliers, c'est pas plutôt le rôle des associations, des groupes d'utilisateurs de logiciels libres comme on a en France, au Canada, en Allemagne et dans d'autres pays évidemment. Après, on peut nous dire qu'effectivement, oui, il n'y a pas d'ordinateurs qui sont préinstallés sous Linux. Alors, ça, c'est le vrai faux problème, puisque la préinstallation, ça a existé hein, avec les mini-PC, les II-PC. Il y avait Xandros, qui était une distribution Linux. Dell fournit des machines avec Ubuntu. Mais, bon, voilà, après, les gens ont Alors, les gens, vous allez me dire, les gens, ils ont leurs habitudes, ils aiment bien Windows, ils achètent leur PC Windows. Oui, sauf qu'il y a un marché émergent qui s'appelle le Chromebook. Et j'ai la fille d'une collègue ma collègue qui m'a demandé « Ah, ma fille, elle veut acheter un Chromebook, est-ce que tu pourrais me renseigner là-dessus? Est-ce que c'est bien, pas bien ?» Donc voilà, elle a entendu parler de Chromebook, mais c'est effectivement différent de Windows. Donc les utilisateurs n'hésitent pas à changer leurs habitudes et certaines personnes qui en ont marre de Windows vont voir Mac. Ils changent leurs habitudes puisque Mac n'a pas la même ergonomie que Windows, donc ils peuvent tout à fait changer d'ergonomie en passant sous Linux. Mais voilà, nous, quand les gens sont intéressés et viennent à notre association, on impose Linux Mint. Alors oui, vous allez me dire, vous n'êtes pas gentil, vous imposez Linux Mint, mais on impose le choix parce qu'il y a beaucoup de choix pour vraiment orienter, guider la personne, montrer quelque chose qui marche, pour lequel on est content. Et après, on n'hésite pas à faire ouvrir les yeux à la personne, à leur dire voilà, c'est ça une distribution Linux. On le montre bien à l'installation, on dit voilà, on va t'installer Linux. Il existe des distributions, il y en a plein. Nous, on te conseille celle-ci. On te montre ce que c'est. Après, si tu veux tester, on explique le concept des machines virtuelles. On montre aussi sur les autres ordinateurs. D'autres personnes utilisent d'autres systèmes. On montre ce qu'il existe. Mais on oriente vraiment au début parce qu'il faut pas laisser les gens dans cette jungle-là. Et voilà, donc ça c'est pour la partie débutant Linux, part de marché. Et après, Linux va continuer d'évoluer puisqu'il y a des choses voilà, qui sont tout en bas, qui commencent à se mettre en place, notamment les Flatpak avec OS 3 aussi.
Donc ça c'est le concept Fedora Silverblue que j'ai pas encore eu le temps de regarder en détail. Mais est-ce que c'est l'avenir des distributions Linux? Un socle de base qui bouge pas trop, qui va bouger suivant la distribution, et après le système applicatif qui vient en tant que Flatpak, hein, donc qui sont tirés ni plus ni moins que des dépôts. Alors ils réinventent absolument pas la roue, hein, c'est une copie conforme de ce que fait iOS, de ce que fait Android, avec sa base système Android qui va être à jour par l'éditeur, et après les applicatifs qui sont sur un store, un Flatpak, voilà, comme le Google Store. Donc qui proviennent de là, et comme ça, à la limite, le développeur de l'application, plutôt que de fournir un deb, un RPM, un tar.gz avec des sources, un tar.xz pour je ne sais quelle distribution. Voilà, donc est-ce que c'est ça l'avenir? Je ne sais pas. En tout cas, vous voyez, Linux a bien évolué, Linux continue d'évoluer. Est-ce que ces choix vont être justes et bons? Peut-être qu'ils vont faire marche arrière là-dessus, mais voilà, Linux évolue, Linux progresse, Linux tente des choses, et quand je dis Linux, c'est l'écosystème Linux, ça avance. Donc voilà mon avis sur l'évolution de Linux, ce qu'est Linux aujourd'hui. Après, je donne pas spécialement mon avis, il faudrait que si, il faudrait que ça, puisque les développeurs sont là pour ça, pour prendre les choix. Les sociétés qui sont derrière, telles que Red Hat, Canonical ou SUSE Linux Entreprise, et les communautés, hein, telles que celle de Debian, sont là pour donner leurs avis, pour faire évoluer. Maintenant, on va voir à quoi on va avoir affaire dans les années 2020 au niveau de Linux. Mais déjà, entre 2000 et 2019, eh bien, ça a beaucoup évolué. Voilà, déjà, rien que tout ça, 2008 à peu près, Systemd 2012 par là, Wayland 2014, le jeu vidéo Steam 2016-2017 par là. Donc, ça évolue. Les nouveaux concepts MTP sont pris en charge, les nouvelles technologies, Internet des objets, cloud computing, tout ça c'est pris en charge, donc ça évolue, c'est du positif. Après, voilà, je sais pas trop conclure, ma conclusion vous l'avez là, avec tous ces points là, c'est tout ce que j'ai dit. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo sur l'édito Linux vous aura plu. C'était mon avis sur Linux avec les différents points, les différentes argumentations et illustrations. Si vous voulez réagir à cette vidéo, vous pouvez le faire dans les commentaires. Évidemment, les commentaires sont ouverts. On va essayer de discuter, même si je pars là tout de suite maintenant. J'espère aussi que vous avez vu cette vidéo en entier, parce que c'est important de suivre tout ce que j'ai dit. Donc à la limite, regardez cette vidéo pendant que vous mangez à la place d'une série qui dure 40 minutes. Vous voyez, c'est un peu moins long qu'une série. Vous pouvez regarder ça à la place de votre NCIS ou ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao.